de la victoire diplomatique du gouvernement congolais. Alors ma question, c'est juste une petite question de précision. Je voudrais savoir, dans le rapport des Nations Unies qui a été publié, est-ce que les annexes qui posaient justement problème ont-ils été aussi publiées? Passez le micro à Télé 7. Nadine Laing de Télé 7. Monsieur le ministre, la ministre des Affaires étrangères rwandaise nie l'implication de son pays dans la guerre à l'est du pays. Il y a quelques semaines, le président rwandais Paul Kagame a accusé le gouvernement congolais d'être responsable de ce qui se passe à l'est du pays pour n'avoir pas bien géré les accords signés avec le CNDP. Que dites-vous? Salut mon ami Longo pour le compte de la Deutsche Welle et Associated de presse. Excellence, par rapport à ce qui se passe à l'Est, je ne sais pas si vous allez continuer à traquer les FDLR et les retourner chez eux, parce que vous dites que non, quand vous les retournez, ils reviennent encore. Ou soit vous allez les juger ici, parce qu'il y a des faits qui sont commis ici par les FDLR. Que comptez-vous faire aussi de ces éléments de l'armée rwandaise qui ont été arrêtés par les FARDC au début du mois de juin? Et la dernière question, c'est où se trouve Bosco Ntaganda aujourd'hui? Nous prenons deux dernières questions. Africa News, s'il vous plaît. C'est depuis qu'il soulève son doigt. Il est ici devant. Et puis le potentiel. Et c'est tout. C'est Henri Mbouyi, Africa News. Monsieur le ministre, il y a un peu plus de 2 semaines, le président rwandais affirmait qu'il y avait un complot fomenté par le Français et le Britannique qui visait à éliminer le président congolais. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas toujours eu de suite de la part de Kinshasa. Aujourd'hui, si vous pouvez nous éclaircir là-dessus. La deuxième préoccupation concerne en fait la victoire diplomatique dont vous venez de parler. La question que l'on se pose est celle de savoir, dans l'entretemps, comment la RDC va gérer la suite. Maintenant qu'il y a des implications au cadre du gouvernement rwandais, comme vous venez de le dire, pourquoi vous êtes en train d'hésiter pour pouvoir parler d'une guerre d'agression, pendant qu'il y a des implications de hauts cadres, que ce soit de l'armée rwandaise ou encore du gouvernement rwandais? Que vous faut-il pour parler alors d'une guerre d'agression? Merci. Gérard Alemba pour le compte de la RLTV. Monsieur le ministre, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. J'ai deux petites préoccupations. À pareil moment, sous Musée Kabila, c'est lui qui était le ministre de l'Information à l'époque, je cite Didier Moumengi, se mettait, bien sûr sous le même récit de guerre toujours, se mettait en tenue de guerre. Question de bousculer les esprits des Congolais, partout où ils sont, pour qu'ils sachent que vous êtes vraiment agressé. Je ne sais pas si vous y pensez. C'est fini? Le potentiel. La deuxième question, monsieur le ministre, c'est que vous êtes tellement éloquent, vous êtes clair, vous donnez des explications avec beaucoup de précision, mais vous ne pensez pas si les mêmes explications, les mêmes précisions que vous donnez à la population auraient plus d'impact si c'est dit par les chefs de l'État. Je termine. Mobateli, le potentiel. Qui parle de guerre, parle également de perte en vie humaine. On n'en parle pas tellement depuis que nous sommes en guerre, ça fait une dizaine d'années. Il y a eu un livre blanc sur les vies humaines perdues. On parle de 5 millions, plus de 5 millions de vies. Mais depuis lors, le gouvernement semble à fond sur cette question en termes de lobbying. Comment peut-on justifier cela, monsieur le ministre? Nous avons commencé avec l'AFP, je crois. L'ACP, pardon. Qui a évoqué cette terrible question de la rupture de fourniture en eau potable dans le territoire de Rutshuru, du fait du sabotage du matériel de la Régie des eaux par la bande Ntaganda.
et leurs alliés depuis le 11 juin. Il pose la question du silence de la presse internationale. Je crois que nous devons poser la question aussi du silence des milieux influents dans la société civile congolaise. Le gouvernement en a parlé et en parle régulièrement, mais curieusement, les acteurs de la société civile qui ont toujours tendance à s'émouvoir pour le moindre chien écrasé par un véhicule de la police, gardent un silence assourdissant devant un véritable martyre subi par ces hommes et ces femmes que nous avons visités au Nord Kivu et qui doivent faire maintenant 7 à 8 kilomètres pour aller puiser 5 litres, 8 litres d'eau dans des sources totalement insalubres et qui se meurent dans des hôpitaux parce que vous savez que lorsqu'il n'y a pas d'eau, tout l'impact qu'il y a sur les soins médicaux, qui meurent de faim parce qu'ils ne savent pas cuire leurs aliments, on dirait que les droits de l'homme sont à double vitesse en République démocratique du Congo. Cela est valable pour les ONG qui militent pour les droits de l'homme, aussi bien que pour la presse internationale, qui ne s'intéresse au Congo que pour vendre une image misérabiliste qui permet de nous maintenir dans une situation qui favorise un certain sensationnalisme. C'est une interpellation. Je pense qu'ils suivent ce que nous disons et que chacun fera de son mieux pour se solidariser avec les victimes. AITV nous interpelle sur les annexes. Oui, les annexes ont été publiées. Il n'y a rien qui a été laissé. Le problème qui se posait, ça a été celui de savoir s'il faut publier le rapport sans les annexes qui citaient des noms. Vous vous souvenez que nous avions eu le même problème à la conférence nationale souveraine pour ceux qui avaient l'âge à l'époque. Lorsqu'est arrivé le moment de présenter le rapport sur les biens mal acquis, le président de la CNS, notre cardinal actuellement, avait jugé inopportun de publier un rapport contenant des noms de personnalités comme le président de la République de l'époque, sans qu'il ait été mis en position de donner ses moyens de défense. Et ça a provoqué une polémique terrible entre le président de la CNS et la classe politique. C'est un peu l'argumentaire que nos voisins rwandais ont utilisé pour essayer d'obtenir le blocage de la publication des annexes du rapport, des documents dans lesquels avaient été cités des personnalités rwandaises dont je vous ai parlé ici, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées et le conseiller militaire du président, en disant qu'il fallait leur donner le temps de pouvoir réagir. Le Conseil de sécurité a coupé la poire en deux suite aux pressions que nous avons faites. Nous avons fait monter des diplomates de premier niveau qui sont partis d'un peu partout, même du Congo, et qui ont fait leur travail. Vous voyez que le lobbying est fait efficacement. Et on a coupé la poire en deux en faisant recevoir les experts auteurs du rapport par la ministre des Affaires étrangères qui se trouvait à New York. Donc on a estimé que la ministre représentait valablement les personnes qui avaient été citées, puisque ce sont des personnes qui travaillent pour le gouvernement rwandais. Et donc après que les experts aient détaillé leur méthodologie et leurs résultats à la ministre du Rwanda, malgré l'opposition de celle-ci, le Conseil de sécurité a estimé que le moment était venu de faire ce que la RDC demandait, de publier, puisqu'on a quand même permis à la ministre de faire ses commentaires. Et si vous lisez bien les dépêches, elle a réagi au rapport la veille de la publication, parce qu'elle avait vu le rapport avant qu'il ne soit publié. Donc voilà comment les choses se sont passées. Les annexes ont été aussi publiées, et c'est ça qui fait mal à ceux qui sont cités dans ces annexes. Télé 7 demande, le Rwanda nie l'implication de son implication. Le président rwandais nous accuse de n'avoir pas respecté les accords et d'être responsable. Je voudrais partir de là pour vous démontrer par l'absurde les contradictions de ces dénégations rwandaises. Le Rwanda dit c'est une affaire congolo-congolaise qui ne me concerne pas. C'est une affaire entre des Congolais avec le gouvernement congolais.
Et dans la même déclaration, il dit non, les Congolais sont coupables parce qu'ils n'ont pas exécuté les accords qu'ils ont signés avec d'autres Congolais. Mais il fait quoi dans ces accords-là? Qu'est-ce qu'il vient y faire, lui? Parce que c'est une affaire congolo-congolaise. Lui, il est président du Rwanda. Qu'est-ce qui lui permet d'émettre un jugement de valeur? Mais il y a quand même le principe de non-immixtion dans les affaires intérieures d'un autre État. Alors, qu'est-ce qui lui permet de juger notre gouvernement dans ses rapports avec ses propres citoyens? Après avoir dit, ça ne me regarde pas, c'est une affaire entre le Congo et les... C'est que lui a manipulé. C'est que ses services ont manipulé ces Congolais et il veut les défendre. C'est ça qu'un intellectuel peut dire. Donc c'est tout à fait contradictoire de dire d'une part que c'est une affaire interne et en même temps accuser le gouvernement d'avoir fait ci ou ça en interne précisément. La Deutsche Welle, allez-vous continuer à traquer les FDLR pour les retourner chez eux? Oui, parce que les FDLR sont devenus un problème de sécurité pour tous les États de la région. Les FDLR tuent des Congolais, en même temps qu'ils menacent les Rwandais, qui sont au pouvoir au Rwanda. Et en dépit de tout ce qui se raconte à Kigali, dans les milieux officiels, nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, les FDLR sont plus un danger pour la République démocratique du Congo que pour le Rwanda. Et il faut être cynique pour accuser le gouvernement congolais de pactiser avec les FDLR, après tout ce que les FDLR sont en train de nous faire dans ce pays. Il faut que nous soyons vraiment les derniers des salauds pour accepter que des gens qui tuent nos femmes, nos enfants, qui pillent nos récoltes, que nous puissions devenir leurs alliés. Donc oui, nous allons continuer à les traquer et nous les aurions terminés si quelques mafieux au Rwanda n'avaient pas provoqué la naissance de ce groupe qui nous a attaqués dans le dos pendant que nous nous occupions des FDLR. Le travail va continuer dès que ce sera possible. Qu'est-ce qu'il faut faire des personnes qui se sont rendues? Il y a deux niveaux. Il y a beaucoup de mineurs d'âge, de très jeunes gens, qui ont été pris et qui ne peuvent être ni jugés ni emprisonnés. Nous allons convenir avec la MONUSCO de les rendre à leur famille au Rwanda en espérant qu'il ne leur sera fait aucun mal parce qu'ils ont quand même dévoilé pas mal de choses. Et contrairement à ce que la ministre a dit, aucune de ces personnes qui se sont rendues n'a été victime de mauvais traitements. Sauf à dire que la MONUSCO torture des gens. Mais ils ont été, chaque fois qu'ils se rendaient aux forces armées, remis instantanément à la MONUSCO et on les interrogeait ensemble avec des officiers des droits de l'homme de la MONUSCO. Donc il n'y a pas eu de mauvais traitement. Ils ont fait des déclarations en âme et conscience. Ils ont été recrutés soit par la force, soit par la ruse. Ceux des adultes parmi eux font l'objet d'une discussion maintenant entre notre gouvernement et la MONUSCO pour voir ce qu'il faut faire. S'il y a des crimes de sang à reprocher à l'un ou l'autre, il sera présenté à nos juges. Sinon, on verra comment les rendre à leur famille pour ceux qui n'ont pas à se reprocher de faits particulièrement scandaleux. Où est Bosco Ntaganda? Bosco Ntaganda se trouve entre Mbuzi, où se trouve une unité rwandaise dont je vous ai parlé ici, le 99e bataillon. Chanzu, où se trouve, je crois, le 61e bataillon. Runyonyi, où se trouve le 37e bataillon, et le Rwanda. Il est vu souvent à Kinigi, en préfecture de Ruwengeri. C'est un espace d'à peu près 7 km². Vous comprenez bien qu'il n'occupe pas un grand territoire au Congo, mais il a de la marge en territoire rwandais. Voilà ce qui nous préoccupe. S'il était certain qu'il restait enfermé dans ce triangle, on ne parlerait plus de Bosco Ntaganda depuis longtemps. Donc voilà ce que vous devez savoir au sujet du positionnement géographique de ce seigneur de guerre. Africa News, le président rwandais a parlé de complot pour éliminer Joseph Kabila, pas de réaction du gouvernement. Je pense que vous n'écoutez pas assez le gouvernement. Le gouvernement a déjà communiqué à satiété autour de cette révélation que nous avons prise au sérieux. Nous avons beau avoir des choses à reprocher au gouvernement rwandais, le président Paul Kagame est un chef d'État. Lorsqu'il parle de choses qui se sont passées dans son pays, il faut avoir l'attention
soutenu